12 mars 1921, hippodrome de Sandown Park. Un homme, Sidney Lewis, prend les paris. C'est un bookmaker. Un gros dur s'approche de lui. Il veut parier sans débourser d'argent. Sidney Lewis refuse. Le cheval gagne. Lewis refuse de payer l'homme. Furieux, le gangster empoigne ses lourdes jumelles et frappe violemment Sidney Lewis au visage. Alors qu'il est à terre, le gangster lui piétine le visage et s'en va. Cette attaque brutale marque le début d'une vague de violence inédite en Grande-Bretagne. C'est la première grande guerre des gangs en Angleterre et les protagonistes sont deux gangs de deux villes différentes. Pendant toute l'année 1921, des centaines de gangsters se disputent lors de bagarres féroces le contrôle du trafic illégal des courses hippiques. Des malfrats de Birmingham et South London d'un côté, la pègre italienne et juive de l'autre. Le système des gangs s'est organisé en Grande-Bretagne. Ils avaient des pistolets, des couteaux, ils étaient glamour et cruels. L'initiateur de cette guerre des hippodromes est un homme appelé Billy Kimber. Le premier vrai caïd national. Un Peaky Blinder qui a grandi au sein des gangs de rue de Birmingham. C'est l'un des principaux instigateurs du crime organisé en Grande-Bretagne. Voici comment les Peaky Blinders de Birmingham ont été à l'origine de la première vague de crime organisé en Grande-Bretagne. Et comment un simple mauvais garçon est devenu l'équivalent anglais d'Al Capone. Voici le registre des photos anthropométriques de la police de Birmingham datant du tout début du XXe siècle. On peut voir quelques-unes des photos de Peaky Blinders célèbres prises lors d'une incarcération. Le musée de la police des Midlands de l'Ouest abrite la plus grande collection de photographies des Peaky Blinders. La police de Birmingham a été la première du pays à photographier les criminels et à créer ses archives. On a vraiment l'impression que chacun d'eux a une histoire à raconter. Ils sont fascinants. C'est comme s'ils regardaient directement dans votre âme. Les Peaky Blinders sévissaient dans des gangs de rue qui terrorisaient les quartiers pauvres de Birmingham au XIXe siècle. Au début du XXe siècle, leur temps semblait révolu. Une police mieux organisée, l'essor de divertissements tels que les clubs de sport et le cinéma avaient fait fondre le nombre de leurs membres. Mais en réalité, l'histoire des Peaky Blinders ne faisait que commencer. Entre 1914 et 1918, 6 millions de jeunes Britanniques sont emportés dans la tourmente de la Première Guerre mondiale. Avec parmi eux, beaucoup de Peakies. On a Henry Fowler, dit Babyface tout à gauche. Il a combattu dans la Somme et a été blessé. On a Stephen McNichol, un autre survivant de la Somme. Il est rentré chez lui blessé. C'est très intéressant de voir que nombre d'entre eux ont enfreint la loi dans leur pays pendant des années avant d'aller se battre pour elle dans un autre. Dans ce registre, je vais vous montrer le dossier de Henry Lightfoot, qui a été le tout premier à être étiqueté Peaky Blinder dans la presse. Il intègre l'armée pendant la Grande Guerre. C'est un criminel de droit commun. Il a un casier judiciaire bien fourni et continue à commettre des crimes dans l'armée. Il passe très souvent au conseil de discipline pour insubordination. Il participe au premier jour de la bataille de la Somme. Il est blessé. Il est donc mis à rude épreuve. Il est le témoin des horreurs de la guerre avant de revenir à Birmingham. Il souffre certainement de stress post-traumatique, de détresse profonde, comme beaucoup d'autres soldats, même si le diagnostic était rarement posé à cette époque. Je suis persuadé qu'après la fin de la Première Guerre mondiale,
Tous ces jeunes hommes sont rentrés au pays profondément meurtris par ce qu'ils avaient vu. Ils ont pu voir, en l'espace d'une heure, 1000 hommes réduits en bouillie. Le degré d'horreur était tellement élevé que la violence est soudain devenue acceptable. Je pense qu'ils ont tous été traumatisés, qu'ils ont commis des actes qui les horrifiaient, et ce, au nom des autorités. Certains d'entre eux sont revenus avec un sentiment d'ambivalence vis-à-vis de l'autorité. C'est l'un de ces anciens Peaky Blinders passés par la case armée qui a fait l'objet de longues recherches par l'historien Carl Chin. Un Peaky Blinder qui deviendra l'un des criminels les plus puissants de Grande-Bretagne. J'ai fait des recherches sur ce type, Billy Kimber. Dans la série, c'est un Londonien. En réalité, Billy Kimber était un grand baraquet de Birmingham, un Buami de Summer Lane, un quartier très dur. C'est un ancien Peaky Blinder. À 12 ans, il a été condamné à des coups de fouet pour un délit qu'il avait commis. Il a fait de la prison pour agression et voies de fait sur la police. De petit délinquant, il devient pickpocket. Déclenchement de la Première Guerre mondiale. Kimber s'enrôle en 1915, mais comme beaucoup de gangsters, il déserte. J'ai mis énormément de temps à savoir où il s'était réfugié. Regardez ça. On retrouve sa trace à Dublin en 1917. Voici le Dublin Daily Express. Vendredi 11 mai 1917, des Anglais ont été arrêtés à Dublin, suspectés d'être des pickpockets. Kimber est appréhendé avec l'un de ses amis de Birmingham. Ce qui est révélateur, c'est qu'ils ont été arrêtés dans une gare le jour des courses hippiques de Leopardstown. Ce qui est intéressant, c'est que l'un des meilleurs bookmakers de la course, un certain Thomas Day, envoie son propre assistant à Dublin pour servir de garant à Kimber. C'est intriguant. Cela veut dire que Kimber et Day ont un lien. Et bingo! Je trouve le lien dans le livre de Day. Kimber est l'homme de main de Thomas Day. Dans les hippodromes, lieux qui grouillent de pickpockets et de voleurs, les bookmakers comme Day ont besoin de petits voyous comme Kimber pour assurer leur protection. Que faut-il en déduire? Que Kimber joue les petits voyous sur les courses hippiques. Pour comprendre pourquoi Billy Kimber écume les hippodromes et s'acoquine avec des bookmakers alors qu'il devrait se battre sur les champs de bataille, il faut remonter au début du siècle, au tout début d'une carrière qui va transformer le crime organisé en Grande-Bretagne. Dans les années 1900-1910, les courses hippiques font fureur en Grande-Bretagne. Le derby d'Epsom, à quelques encablures de Londres, attire 250 000 personnes. Des hordes de parieurs y vont à pied depuis Londres et campent la veille au soir dans les Downs. Le derby d'Epsom est l'un des rares événements où les classes sociales se mélangent et où les parieurs peuvent apercevoir des membres de l'aristocratie ou de la royauté. La plupart des gens travaillent 6 jours par semaine, avec des horaires à rallonge. Ils sont enfermés chez eux toute la semaine. Un jour aux courses, pour eux, c'est une journée pittoresque et une promesse d'amusement. C'est une manière d'oublier les tracas et de s'amuser pour échapper un peu à une existence bien plus morne que la vie actuelle. Ce qui rend la journée aux courses aussi excitante, ce sont les paris. Les paris étaient enracinés dans la culture britannique de tous les jours. Si vous apparteniez à la classe ouvrière ou à celle des paysans pauvres, parier aux courses était très banal. Pour la haute société puritaine de la Grande-Bretagne d'Édouard VII, parier au milieu de la populace est une source d'inquiétude.
Plus le siècle avance, plus le mépris moral de l'élite vis-à-vis des pauvres qui parient s'amplifie, jusqu'à ce que soit créée la Ligue nationale contre le jeu et que soit promulguée la loi sur les paris urbains de plein air de 1906, le Street Betting Act. La loi de 1906 déclare illégaux tous les paris passés en dehors des champs de course. Cela représentera un vrai tournant dans l'histoire du crime en Grande-Bretagne. De la même façon que la prohibition a entraîné l'essor du crime organisé et du banditisme en Amérique, l'interdiction du jeu aura des effets désastreux en Grande-Bretagne. La loi de 1906 votée au Parlement est clairement une loi de classe. Dans la lettre de la loi, il est écrit « Nous voulons éviter que les classes laborieuses des villes et des villages britanniques parient ». Cette loi n'empêche aucun pari d'être placé. Les bookmakers illégaux se déplacent et viennent prendre les paris dans les quartiers et sur les différents lieux de travail de Grande-Bretagne. Stephen Knight est le scénariste de la série Peaky Blinders. Dans son enfance, sa famille lui a raconté comment les gens jouaient et pariaient dans les rues de Birmingham. Ma mère nous a raconté tout un tas d'histoires de son enfance. Elle a commencé à être agente de bookmaker à l'âge de 9 ans. À l'époque, les paris étant interdits, on avait recours à des enfants. Ma mère déambulait sur Green Lane, à Small Heath, avec un panier à linge. Les gens arrivaient dans l'autre direction, la croisaient et jetaient dans le panier les pièces enveloppées dans un bout de papier avec leur nom de code, car ils n'utilisaient pas leur vrai nom, le nom du cheval et la cote. Elle continuait sa route, entrait dans une petite cour dans laquelle un chien était attaché à une chaîne, juste assez courte pour qu'elle ne se fasse pas mordre, et elle donnait le contenu de son panier au bookmaker. Ma mère me racontait que tout le monde pariait. Dans la ruelle où elle vivait, un seul habitant ne pariait pas et il était vu comme un hurluberlu. Dans les années 1910, c'est aux courses elles-mêmes qu'il y avait des gains intéressants à faire. C'est le seul endroit où des parieurs respectables pouvaient parier en toute légalité. Et là où l'argent liquide coule à flot, les voleurs et les voyous affluent. Parmi eux, d'anciens membres des Peaky Blinders de Birmingham. Les Peaky Blinders de Birmingham avaient peut-être disparu au tout début du XXe siècle, mais l'on commençait à voir de plus en plus de gangs de Birmingham sur les champs de course. Ils se rendaient dans tous les hippodromes du pays et gagnaient de l'argent par le vol à la tire et le chantage à bookmaker. À partir de 1910, ces voyous qui étaient disséminés commencent à s'organiser et forment le gang de Birmingham, dont le leader n'est autre que Billy Kimber. Kimber n'est pas seulement très doué pour la bagarre, il est aussi très intelligent. Il se rend compte qu'il y a des filons bien plus lucratifs dans le sud de l'Angleterre, particulièrement à Londres et ses alentours. Billy Kimber écume le pays et tisse un réseau d'alliés et d'ennemis. Carl Chin a retrouvé le récit d'un incident qui se déroule dans un pub de l'East End en 1913. Regardez, c'est écrit là dans l'Illustrated Police News. Le nom de William Kimber apparaît sous le titre « Arrêté pour agression à l'arme blanche ». William Kimber de Westminster Bridge Road. Il est arrêté avec un de ses amis. Ils ont blessé un homme au couteau à la nuque, lui ont lacéré le côté gauche du visage et ont lancé des chaises sur lui. Au tribunal, tous les témoins disent la même chose. Non, ce n'était pas Kimber et Sage. Ils sont relaxés. La victime était mordue de course hippique et partout, on décrit Kimber et Sage comme étant très connus sur les champs de course. En 1914, Billy Kimber a acquis une réputation parmi les truands sur les champs de course. Mais ce n'est rien comparé à ce que deviendra son empire après la Première Guerre mondiale. La guerre va tout changer à la fois pour Billy Kimber et l'histoire du crime en Grande-Bretagne. Kimber s'engage.
La plupart des courses hippiques sont à l'arrêt. À la fin de la guerre, il ne reste que 11 courses dans tout le pays. Mais avec la paix, vient un bref boom économique. Et les Roaring Twenties, les années vrombissantes, ne font que commencer. Les Roaring Twenties ne sont pas seulement la conséquence de la guerre, et c'est très d'actualité, mais aussi de la fin de la grippe espagnole. Pendant la grippe espagnole, tout le monde porte des masques. Les fêtes s'arrêtent, les gens ne se réunissent plus et il y a énormément de morts. C'est terrible et tragique. Et au moment du retour à la normale, c'est comme si l'on débouchait le champagne et qu'on tirait des feux d'artifice. Les gens sont déchaînés. Toutes ces émotions contenues sortent. Les gens veulent s'amuser. Les gens veulent un retour à la normale, prendre du plaisir à nouveau. Entre autres choses, ils ont envie de retourner aux courses hippiques. Tous les sports qui ont des spectateurs explosent, et en particulier les courses hippiques. La foule vient en nombre et les spectateurs ont beaucoup d'argent sur eux. Les soldats et les marins viennent dépenser leurs pensions et leurs indemnités. Ils dépensent à tout va. Pendant toute cette période, entre la fin de la guerre et le début des années 1920, tout est permis sur les champs de course. Sur la scène désorganisée des courses hippiques, en plein boom, ressurgit Billy Kimber. Il reconstitue sa bande de Birmingham et il se met à écumer les champs de course des Midlands et du Nord. Mais il a d'autres ambitions que le vol à la tire et les petits délits. Il a l'œil sur ceux qui ont de l'argent, sonnant et trébuchant. Les bookmakers. Avec Billy Kimber, le gang de Birmingham fait prendre une toute autre dimension au chantage à bookmakers. Il extorque de l'argent contre de prétendus services. Les bookmakers doivent payer pour être autorisés à avoir leur pitch. Pour la location du tabouret sur lequel ils se tiennent pour crier leur pari, pour la craie qui leur sert à inscrire le nom des chevaux et des cotes sur le tableau, pour le seau d'eau qui leur permet de rincer leurs éponges et d'effacer le tableau. Un peu plus tard, les listes des chevaux engagés seront imprimées et ils devront aussi payer pour ça. Ils versent une grosse somme d'argent à chaque course au gang. Pendant toute l'année 1919, le gang de Birmingham de Billy Kimber prend le contrôle des courses des Midlands et du Nord. Le racket des bookmakers prend une ampleur considérable. L'argent coule à flot. À la fin de l'année 1920, Kimber est à la tête du réseau de malfrats et de criminels le plus important et le plus puissant ayant existé sur le sol britannique. Mais il en veut plus. Le gang de Birmingham contrôle le racket des courses hippiques dans les Midlands et dans le Nord avec une poigne de fer. Et en 1920, il étend son emprise vers le Sud. Pourquoi? Parce qu'il y a encore plus d'argent à gagner. Mais si Kimber veut développer son activité dans le Sud, il va devoir affronter les gangs de Londres. Le jour où les Londoniens se sont aperçus pour la première fois qu'il y avait un problème de gang dans leur ville, c'était en décembre 1881. Les journaux relatent un crime affreux dans lequel est impliqué un Londonien de South London de 19 ans appelé Fred Wilmore. Fred est de Lambeth, au sud de la Tamise. Il se rend dans le centre de Londres avec un ami quand deux jeunes hommes s'approchent et leur disent « D'où êtes-vous » Ils répondent « Nous sommes des gars de Lambeth. » Malheureusement pour ces deux garçons de Lambeth, ils viennent de tomber sur des membres du gang de City Road au centre de Londres. D'après le récit que fait le tribunal, une sorte de chassé-croisé s'engage entre les deux groupes. Un garçon dit « Vous êtes des gars de Lambeth ?» Nous, on est des gars de City Road. Petit à petit, ça s'envenime et une bagarre se déclenche.
L'un des deux gars de City Road se jette sur Wilmore. Il a une ceinture avec une énorme boucle et il le frappe 2 fois à la tête avec. Fred est grièvement blessé et s'effondre à terre. Le gang de City Road se disperse. Quelques jours plus tard, il succombe à ses blessures. Le récit relaté par la presse du meurtre de Fred est le premier d'une série d'articles sur l'accélération de la culture des gangs dans le Londres victorien. Comme dans d'autres villes britanniques, les gangs de rue de Londres se sont formés à la fin du 19e siècle dans les quartiers les plus pauvres de la ville. C'est le philanthrope Charles Booth qui a conçu cette carte. Elle met en lumière l'étendue de la pauvreté à Londres. Sarah Wise s'en sert pour faire la corrélation entre les territoires des bandes rivales et les zones les plus pauvres. Old Nicol, le quartier pauvre ici sur la carte de Booth, juste derrière Saint-Léonard et Shoreditch, au nord de Bethnal Green Road, qui est colorié en noir, en bleu foncé et en bleu pâle, est un quartier où la pauvreté est chronique. Selon lui, 80% de la population d'Old Nicol vit dans une pauvreté chronique. C'est le pourcentage le plus haut de tout l'est de Londres. Les conditions dans lesquelles vivent ces gens sont épouvantables. Il n'y a évidemment pas l'eau courante. Et cela va de soi que le crime est une façon de sortir de la misère. Il y a des gangs dans différentes parties de Londres, mais surtout dans le nord et l'est de la ville. Dans le nord, il y a le gang de Chapel Street, les gars de City Road. Old Nicol abrite un gang appelé les gars du village et qui est en guerre permanente contre les Larkers de Columbia Road. Il y a les durs d'Hackney Road et le gang d'Hoxton Market, ici. Les gangs de Londres sont essentiellement des gangs de rue, des gangs de cogneurs. Ils revendiquent un territoire, défendent un petit morceau de Londres. Ils ne savent vraiment pas comment gagner de l'argent en bonne et due forme et ne sont absolument pas organisés. Quand Billy Kimber décide de s'attaquer aux courses hippiques du Sud en 1920, il sait qu'il va avoir besoin d'alliés locaux. Il fait appel à l'un des plus vieux gangs territoriaux de Londres, les Elephant Boys. Mon oncle Wag était à la tête du gang d'Elephant and Castle de la fin de la guerre des bourgs à la Première Guerre mondiale. C'est mon lien avec cette histoire. Quand j'étais adolescent, ma tante Ada me racontait toutes les histoires de famille, parce que je savais écouter. La création du gang d'Elephant and Castle date d'il y a très longtemps. C'est un gang qui a beaucoup évolué. À l'origine, il était composé de pickpockets et de voleurs de grands chemins et leur antre était la vieille taverne d'Elephant and Castle. Au fil des années, il est devenu l'un des gangs les plus puissants de Londres. Il était connu pour sa violence, mais aussi pour son organisation. Étonnamment, les Elephant Boys ont déjà formé une alliance avec un gang exclusivement féminin spécialisé dans le vol à l'étalage. Les 40 éléphants. Les jeunes femmes qui composent les 40 éléphants vivent toutes à moins d'1 kilomètre d'Elephant and Castle. Dans les journaux, elles sont décrites comme les voleuses les plus intelligentes du monde, capables de subtiliser toutes sortes de choses sous les yeux des vendeuses. Ces femmes avaient de grandes poches et des culottes bouffantes dans lesquelles elles parvenaient à caser, croyez-le ou non, même des manteaux de fourrure. Ensuite, elles sortaient tranquillement du magasin. Elles volaient des bijoux, elles volaient des manteaux. Elles allaient dans des hôtels et si un manteau traînait sur une chaise, hop, elles le subtilisaient. L'alliance des Elephant Boys et des 40 éléphants permet de générer énormément d'argent pour les deux gangs. Les Elephant Boys deviennent le gang le plus puissant et le mieux organisé de Londres. C'est la raison pour laquelle Kimber se tourne vers eux, pour en faire ses alliés londoniens.
Cette photographie montre Kimber et les membres du gang de Birmingham qui posent en toute amitié avec les Elephant Boys. C'est une très belle photographie des gangs. Voici Billy Kimber, en costume clair. Les frères McDonald sont là. Les Elephant Boys. George Bomi Sage, qui était un homme de Kimber. Il y a un autre McDonald au premier rang. Dans le fond, il y a le chauffeur de bus, etc. Mais tous les autres sont des cadors. Toute cette bande réunie par Billy Kimber représente un tournant dans l'histoire des gangs criminels en Grande-Bretagne. Ces hommes ne sont plus des délinquants des bas quartiers qui défendent leur fierté dans la rue. Ce ne sont plus des gamins. Beaucoup appartenaient aux gangs territoriaux, aux gangs de cogneurs. Mais ils ont mûri et sont passés au business du racket, de la violence et de la protection. Le gang de Birmingham, c'est une réunion de sales types. Certains ont commis des homicides et autres crimes violents. Ce sont des hommes mûrs et c'est l'argent qui les intéresse. Ils n'ont plus grand-chose à voir avec les gangs des jeunes cogneurs. Avec les Elephant Boys pour alliés, Kimber s'introduit dans le monde des courses hippiques du Sud à la fin de 1920. Les bookmakers locaux ne savent pas ce qui les attend. Le 12 mars 1921, hippodrome de Sandown Park. Un homme, Sidney Lewis, prend les paris. C'est un bookmaker. Un gros dur du gang de Birmingham s'approche de lui. Il veut parier sans débourser d'argent. Si son cheval gagne, il veut son argent. S'il perd, il ne paiera pas. Sidney Lewis refuse de payer l'homme. Furieux, le gangster empoigne ses lourdes jumelles et frappe violemment Sidney Lewis au visage. Alors qu'il est à terre, le gangster lui piétine le visage et s'en va. Le gang de Birmingham regrettera d'avoir agressé Sidney Lewis. Parce qu'en vérité, ce n'est pas son vrai nom. L'homme qui a été passé à tabac s'appelle Alfie Solomon. Un bookmaker juif, lié à la pègre de Londres. Alfie Solomon est né en 1892. Il est issu d'une famille de marchands de fruits de Covent Garden. Il combat lors de la Première Guerre mondiale, mais il a déjà été condamné, avant et après la guerre, pour jeux illégaux. Le gang de Birmingham extorque de l'argent en échange de protection à tous les bookmakers. Mais c'est un gang antisémite. Ils détestent les bookmakers juifs et leur soutirent encore plus d'argent qu'aux autres. Ces bookmakers juifs viennent essentiellement de l'East End, en particulier de Whitechapel. Solomon fait partie de la communauté juive de Londres, de plus en plus nombreuse. En 1919, environ 250 000 juifs vivent en Grande-Bretagne. La plupart d'entre eux sont des citoyens au-dessus de tout soupçon, mais un petit groupe appartient à une puissante pègre. Et Alfie Solomon appelle à l'aide le parrain de cette pègre. Edward Emmanuel. Edward Emmanuel est né au sud de la Tamise, à Bermondsey. Ses parents sont originaires de l'East End et lorsqu'il est enfant, il se réinstalle dans l'East End. Il travaille au marché de Spitalfields. Il est donc officiellement marchand de fruits, maraîcher. Et il se débrouille d'ailleurs très bien. Mais il a manifestement d'autres activités. Edward trempe très vite dans des activités illégales. Il est plusieurs fois arrêté très jeune pour des bagarres violentes et autres échauffourées. Il est connu pour organiser des combats entre boxeurs juifs. Mais c'est un homme intelligent. Emmanuel est le parrain de l'East End, en partie parce qu'il dirige un réseau de tripots clandestins appelé alors des Spielers. Les Spielers étaient des petits clubs de jeux illégaux, un peu improvisés, amateurs.
Il y en avait un peu partout, notamment à l'est de Londres, mais aussi au centre et à l'ouest. Ils s'appellent des Spielers, qui veut dire jouer en allemand ou en yiddish. Et l'on s'y rend pour faire des petits paris, ou parfois des plus gros. La loi sur le jeu était très stricte à cette époque. Et la police pouvait faire des descentes à tout moment dans ces lieux. Il y avait donc des guetteurs et des videurs à l'extérieur pour empêcher les intrus d'entrer. Et j'ai trouvé cet article qui raconte un raid sur un Spieler d'Emmanuel. C'est un article de l'Evening Post qui date de 1917, alors que la guerre n'est pas terminée. La police surveillait ce Spieler depuis 5 semaines. Elle fait une descente. C'est l'affolement et 101 personnes se font arrêter. Quand on lit les articles relatant ce caïd, l'antisémitisme de l'époque est frappant. Il est intéressant de lire, même si c'est désolant, que le journal fait remarquer qu'il n'y a que 28 sujets britanniques, ce qui signifie que la majeure partie des gens présents sont juifs. En gros, le journal insinue « Que font-ils dans un petit tripot de Whitechapel en train de jouer aux cartes alors qu'ils devraient être dans les tranchées en train de se battre pour le roi et le pays ?» Les sous-entendus racistes et antisémites sont bien là. L'antisémitisme est très répandu à la fin du XIXe siècle et au début du XXe. Les Juifs sont stigmatisés et diabolisés. On les accuse d'avoir des liens avec le crime organisé, parce que de nombreux bookmakers sont juifs et parce qu'ils sont très présents dans le milieu de la bijouterie, où on les accuse de travailler comme resellers. Les préjugés antisémites sont très courants. Quand Alfie Solomon l'appelle à l'aide en 1921, Edward Emmanuel est considéré comme un homme redoutable. Il a même survécu à une balle dans la poitrine lors d'une rixe. Arthur Harding, un gangster de l'East End, décrit Edward Emmanuel comme étant le roi des gangsters de l'East End. Cela donne une idée du caïd qu'il pouvait être. Emmanuel accepte de prendre le parti de Solomon et des autres bookmakers du Sud. Mais pour affronter le gang de Birmingham, il sait qu'il aura besoin de gros bras. Pour cela, il se tourne vers un autre quartier d'immigrants, Little Italy, autour de Clerkenwell. Beaucoup de choses ont changé depuis les années 1920. Mais l'église catholique de St. Peter's, qui était le cœur de Little Italy, est toujours là. Il y a environ 24 000 Italiens en Grande-Bretagne à l'époque, dont la moitié vit à Londres. Donc, Little Italy était le plus important quartier italien. Grâce aux Italiens, tout un éventail de nouveaux métiers est apparu à Londres. Ils fabriquaient des instruments à vent en bois, des instruments d'optique. C'étaient des artisans très qualifiés. Ils avaient une autre spécialité, les glaces, appelées aussi hockey-pockey. C'est le fils d'un vendeur de glace qui intéresse Solomon et Emmanuel. Un homme qui s'appelle Darby Sabini. Darby Sabini est né à Little Italy en 1888. Il est parfois appelé Charles Sabini, parfois Darby Sabini. Darby est son surnom. J'ai fait des recherches sur Darby Sabini. Il dirige le gang italien et s'habille comme un clochard. Il disait que, de cette façon, la police ne croirait jamais qu'il était chef de gang. C'était un homme puissant. Il utilisait un coup de poing américain et il était poids-welter en boxe. On raconte qu'il avait un revolver sur lui en permanence et qu'il le cachait sous son oreiller la nuit. Quand on voit des photos de lui, c'est frappant. Ce n'était peut-être pas le plus intelligent de la bande, mais c'était certainement le plus costaud. Et c'était ça l'important. Comme toujours, le plus brutal était le plus haut placé. C'était ça, Darby Sabini.
Darby Sabini et sa clique gravitent déjà autour d'Edward Emmanuel. Ils jouent les hommes de main dans ces tripots. Quand Emmanuel cherche à réunir une troupe pour s'attaquer à Billy Kimber, l'affaire est vite conclue. Les limites sont posées. D'un côté, Billy et le gang de Birmingham avec leurs alliés londoniens, les Elephant Boys. De l'autre, Alfie Solomon, Edward Emmanuel et le gang de Sabini. L'histoire de la culture des gangs en Grande-Bretagne est sur le point d'ouvrir un nouveau chapitre particulièrement violent. Le gang de Birmingham apprend que Darby Sabini va soutenir les bookmakers juifs. Ça ne leur plaît pas. Pas question qu'ils laissent faire ça. Ils le provoquent sur la piste de trot de Greenford Park le 21 mars. Ils sont une vingtaine. L'un d'eux crie « Je vais le tuer !» Un autre « On va lui faire la peau !» Il le roue de coups avec des morceaux de bois, des bouteilles et tout ce qu'il trouve. Il craint pour sa vie et sort son revolver. La police arrive et le sauve du gang de Birmingham. Ils emmènent Sabini au commissariat. Ils retrouvent un coupe-chou dans sa poche, des cartouches vides dans le barillet. Ils sont censés l'arrêter, mais contre toute attente, ce n'est pas ce qui se passe. Cela éveille les soupçons. On suspecte qu'Edward Emmanuel, le chef de la pègre juive de l'East End, soudoie la police. Cet événement illustre l'escalade de la guerre des gangs. La bande de Darby est désormais en conflit ouvert avec le gang de Birmingham. D'un côté comme de l'autre, on sait ce que la guerre signifie. Le sang sera versé et il y aura des incarcérations et probablement des morts. Darby Sabini tente de faire la paix et propose que les bandes se partagent équitablement les gains des hippodromes. Darby Sabini avait un appartement à Collier Street. Billy Kimber apprend que Darby Sabini veut faire la paix, trouver un terrain d'entente. Darby invite Billy à venir chez lui. Mais Alfie Solomon n'est pas invité. Cela montre à quel point les bookmakers juifs étaient détestés par le gang antisémite de Birmingham. La petite réunion se passe bien. On boit beaucoup, on chante. Le partage équitable des gains du racket est en bonne voie. L'ambiance est assez conviviale. Mais soudain, à minuit, Alfie Solomon arrive. Dès que Kimber voit Solomon, il dit « Mais qu'est-ce qu'il fait là ?» Et il fait un mouvement vers lui. Kimber se jette sur lui, l'insulte de tous les noms, le traite de sale juif. Ils se battent. Kimber prend une balle dans le dos. Kimber tombe à genoux. Il saigne beaucoup. On appelle un taxi. Quand le chauffeur voit la scène, ça ne lui plaît pas et il s'en va. Il revient avec la police. C'est certainement ce qui a sauvé la vie de Kimber, parce que même si les organes n'étaient pas touchés, il saignait abondamment. On l'emmène au Royal Free Hospital. Kimber et Solomon se retrouvent au tribunal. Sur le banc des accusés, ils observent l'omerta habituelle à ces gangs et ne s'accusent pas l'un l'autre. Solomon dit que le pistolet était celui de Kimber et que le coup est parti accidentellement pendant la bagarre. Kimber dit qu'il n'a pas vu qui lui a tiré dessus. Les deux hommes ressortent libres, mais tout espoir de paix est brisé. Maintenant, c'est certain, ce sera la guerre pour le contrôle des hippodromes en Grande-Bretagne. Pendant le printemps 1921, les deux gangs se disputent le contrôle des courses hippiques dans le sud. Plusieurs de leurs membres se font poignarder ou passer à tabac. Les manœuvres vont bon train des deux côtés. Ils attendent le bon moment pour lancer une attaque en bonne et due forme. Après différentes démonstrations de violence sur les champs de course, le gang de Birmingham décide de faire un coup de force pendant le prestigieux meeting d'Epsom.
Ce sera ce que le Times a appelé la bataille d'Epsom Road. Le 2 juin 1921 va avoir lieu l'affrontement entre gangs le plus violent de l'histoire britannique. Un groupe des Birmingham Boys, qui allait quitter le champ de course, tombe sur un groupe de bookmakers juifs de Leeds. D'après une version, les bookmakers de Leeds avaient l'intention de retirer leur confiance à Billy Kimber, ce qui expliquerait qu'il se soit fait attaquer. Les Birmingham Boys attendent que les bookmakers quittent la course à bord de leur char à banc. Le gang de Birmingham leur saute dessus. Le plancher du char à banc est couvert de sang et de verres brisés. Un marteau et d'autres armes sont retrouvées, ainsi qu'un revolver. Mis à part quelques os cassés et de terribles lacérations, personne n'est tué. Les meurtres lors des guerres de gangs sont très rares. Les gangsters savent que s'ils sont arrêtés pour meurtre, ils seront pendus. Ils préfèrent infliger d'affreuses douleurs et laisser de profondes cicatrices. Les premiers récits relatant cette histoire parlent de violences provoquées par des nationalistes irlandais. Mais la police se rend vite compte que ce sont des turfistes qui sont impliqués. Ils en repèrent un groupe dans un pub de Kingston. Une centaine de policiers est envoyée là-bas et le sergent Dawson les affronte dans la cour. Il les menace de son revolver et dit « Je tire sur le premier qui bouge ». Le gang de Birmingham paye cher sa démonstration de force. Cette attaque leur coûte cher. 17 des hommes qui sont arrêtés sont condamnés à de longues peines. Parmi eux se trouvent quelques-uns des membres les plus redoutables de la bande. Certains sont condamnés pour homicide, coups et blessures et vol avec violence. Il est clair que le gang de Birmingham est affaibli suite à l'incarcération de tant d'hommes violents après la bataille d'Epsom Road. Mais Billy Kimber décide qu'une nouvelle démonstration de force doit être menée sur le territoire de Sabini. Kimber choisit le champ de course de Bath, qui est le bastion des bookmakers londoniens. Nous sommes le 17 août. Alfie Solomon et ses amis bookmakers se préparent à aller travailler sur le champ de course. C'est alors que des malfrats affluent sur la ville. Selon un journal local, des centaines de grands gaillards de Birmingham arrivent à la gare. Ils sont déchaînés, ils assaillent leurs ennemis. Solomon est acculé, ainsi qu'un de ses amis bookmakers, Charles Bill. Bill est roué de coups avec des marteaux, des barres de fer, des bâtons et un sac de sable. Ses assaillants prennent la fuite, il est couvert de sang. Il est sur le point de s'évanouir, mais il arrive péniblement jusqu'à la pump room où une serveuse panse ses blessures avec un drap. Alfie Solomon, lui, est inconscient après avoir reçu un coup de marteau. Il est face contre terre, immobile, blessé. Les deux bookmakers, par chance, ne meurent pas. Et Kimber, une fois de plus, ressort victorieux. Il semblerait que le gang de Birmingham ait pris le dessus suite à ces impressionnantes démonstrations de force à Epsom et à Bath. Mais malgré tous les muscles de la bande de Kimber, ce n'est pas lui qui sortira vainqueur de la guerre des hippodromes. C'est grâce à l'intelligence d'un homme que la bataille sera gagnée. Et cet homme n'est autre que le parrain de l'East End, Edward Emmanuel. Il réunit les bookmakers les plus importants du sud de l'Angleterre pour qu'ils forment une organisation. L'Association de protection des bookmakers et des commanditaires de courses hippiques. C'est une brochure rarissime. Le discours prononcé lors du banquet inaugural en décembre 1921 va tout changer.
Cette association reçoit le soutien du Jockey Club, qui fait autorité en matière de course hippique, ainsi que de la police du Sud. Ils engagent même Darby Sabini et certains de ses hommes comme coordinateurs en échange d'un salaire confortable pour l'époque, de 6 livres par semaine. La bande de costauds de Sabini entre dans la légalité. Il y a la bande de Sabini, il y a la police, il y a l'autorité qui gère les champs de course. Le gang de Birmingham doit abandonner la partie. Une trêve est décidée. On se met d'accord. Billy Kimber aura les champs de course des Midlands et du Nord, et la bande de Sabini et d'Edward Emmanuel garderont ceux du Sud. Les gangs continuent chacun de leur côté d'extorquer de l'argent sur leur propre territoire. Mais la guerre des hippodromes est terminée. Cependant, leur rôle dans l'histoire du crime organisé en Grande-Bretagne est loin d'être clos. Les courses hippiques sont maintenant bien mieux régulées et sont devenus des endroits plus sûrs pour les bookmakers comme pour les parieurs. Que font alors les hommes de Sabini ? Ils jettent leur dévolu sur Soho. Ils se mettent à extorquer de l'argent aux propriétaires de boîtes de nuit, de pubs, de clubs de jeux illégaux. En août 1922, des hommes se font tirer dessus à la sortie de ce pub, le Southampton Arms, à Mornington Crescent. Voici ce que dit la presse. Échauffourée à propos des courses hippiques, échange de tirs dramatiques, canne singulière, mi-revolver, mi-poignard. La bande de Sabini attaque les membres du gang des Elephant Boys, des hommes qui auparavant étaient les alliés de Billy Kimber. Que se passe-t-il ? La trêve qui a été décidée avec le gang de Birmingham pose problème. Les alliés de Billy Kimber sont laissés de côté. Ils forment le gang de Camden Town. Ils ne sont plus présents sur les champs de course et veulent revenir. La guerre des hippodromes du Turf d'Epsom s'est transportée dans les rues de Londres. Les affrontements continuent, parce que Darby Sabini a commencé à sévir à Soho, et il affronte toujours la bande d'Elephant and Castle qui veut contrôler Soho. Ayant été initiés au racket organisé par Billy Kimber, les gangs de Londres se battent pour le contrôle de nouveaux rackets dans la capitale. Et ça ne s'est jamais arrêté. La bande de Sabini est un élément clé de la généalogie de la pègre à Londres. Les gens qui sont venus après eux ont un lien avec la bande de Sabini. Frankie Fraser, par exemple, qui est l'homme de main des jumeaux Cray dans les années 50 et 60, a débuté sa carrière criminelle en travaillant pour le gang de Sabini. Et les Peaky Blinders ? Ce sont eux qui ont démarré tout le processus, qui ont manœuvré pour que le gang de Sabini devienne un modèle pour tous les gangs du crime organisé qui sont arrivés après, comme les Richardson et les Cray. Et pourtant, même s'ils ont eu un rôle essentiel dans l'histoire du crime en Grande-Bretagne, les noms de Billy Kimber, Darby Sabini et Edward Emmanuel sont restés inconnus jusqu'à la série Peaky Blinders. Est-il possible qu'en Grande-Bretagne, nous ayons préféré les histoires des gangsters américains aux nôtres? Dans les années 1920, la presse britannique est fascinée par les histoires des gangsters américains, particulièrement ceux de Chicago. C'est évidemment la grande époque d'Al Capone. Beaucoup de films américains sur le sujet sortent. Le Petit César, L'ennemi public, Scarface. Ils ont une forte influence sur la façon dont la presse parle du crime organisé et des gangs. En Amérique, un personnage comme Billy Kimber serait connu. Les gens auraient entendu parler de ses exploits. Que sont devenus les tout premiers gangsters de Grande-Bretagne? Alfie Solomon est condamné pour homicide en 1924 après avoir tué un rival à l'arme blanche. Il purge une peine de 3 ans de prison ferme à la prison de Kilburn. On retrouve sa trace dans les années 30,
à Gerrard Street, dans le centre de Londres. Edward Emmanuel renonce à l'illégalité et meurt en 1943, à l'âge de 63 ans. Darby Sabini abandonne sa carrière criminelle en 1926 et vit en semi-retraite à Brighton et Hove. Quant à Billy Kimber, sans doute le criminel britannique qui s'apparente le plus à Al Capone, c'est l'un des principaux instigateurs du crime organisé en Grande-Bretagne. La légende raconte qu'il s'enfuit en Amérique, où il travaille pour des associés du véritable Al Capone à Chicago. À son retour en Angleterre en 1929, il se réinvente à Torquay en tant que bookmaker légitime et meurt très riche en 1945. Comme on dit, c'est toujours le bookmaker qui gagne à la fin.